N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. Pourquoi deux enfants, élevés dans la même ville et fréquentant la même école, peuvent-ils avoir des parcours intellectuels radicalement différents? Pourquoi certains développent une curiosité insatiable, une grande mémoire et un esprit critique, tandis que d'autres semblent rapidement découragés, anxieux ou peu concentrés? La réponse n'est pas seulement dans les gènes. Depuis des décennies, les chercheurs en neurosciences, en psychologie et en éducation ont mis en lumière un fait essentiel: l'environnement éducatif façonne directement le développement du cerveau. Plus encore, certaines carences éducatives bien précises peuvent freiner, voire faire régresser, les capacités intellectuelles d'un enfant. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 5 grandes carences éducatives identifiées par la science qui peuvent nuire au QI, quotient intellectuel, des enfants. Le but n'est pas de culpabiliser, mais d'ouvrir les yeux, comprendre ces pièges souvent invisibles. Et surtout, apprendre à les éviter pour donner à chaque enfant toutes ses chances de s'épanouir. 1. Le manque de stimulation cognitive précoce. Le cerveau d'un enfant est une formidable machine à connexion. Entre 0 et 6 ans, il fabrique des millions de synapses chaque seconde. Cette phase de plasticité cérébrale est une opportunité unique. C'est à ce moment-là que le langage, la mémoire et la logique se structurent. Pourtant, une erreur courante consiste à croire que ça viendra tout seul, et qu'avant l'école, il suffit de laisser faire. En réalité, la stimulation cognitive précoce, c'est-à-dire parler, lire des histoires, chanter, jouer à des jeux d'assemblage ou de tri, nourrit directement le développement des réseaux neuronaux. Plusieurs études, comme celle menée par l'équipe du Dr Todd Risley et Betty Hart, University of Kansas, ont montré que les enfants exposés à un vocabulaire riche et varié dès la petite enfance ont en moyenne un QI plus élevé de 10 à 15 points que ceux qui grandissent dans un environnement plus pauvre verbalement. Ce n'est pas qu'une question de motricité fine ou de connaissance, mais bien une question de structure cérébrale. Le manque de stimulation cognitive précoce peut entraîner une pauvreté du vocabulaire, des difficultés d'attention et de mémoire, une moindre capacité à raisonner par analogie, un pilier du raisonnement logique. La bonne nouvelle? Il n'est jamais trop tard pour enrichir le quotidien d'un enfant. Une simple conversation, une histoire du soir, une balade où l'on nomme les fleurs et les insectes, stimule déjà des centaines de connexions neuronales. 2. L'absence de valorisation de l'effort et de la curiosité. On imagine souvent que le QI est figé dès la naissance, comme un chiffre gravé dans le marbre et immuable. Pourtant, de plus en plus d'études montrent que ce n'est pas le cas. La manière dont un enfant perçoit ses capacités, le sens qu'il donne à l'apprentissage et la valeur qu'on accorde à ses efforts peuvent influencer directement ses performances cognitives. La psychologue Carol Dweck, professeure à Stanford, a popularisé la distinction entre 2 façons d'envisager l'intelligence: la mentalité fixe, où l'on croit que tout dépend d'un don inné, et la mentalité de croissance, où l'on pense que l'on peut progresser grâce au travail, à la persévérance et à la curiosité. Cette différence, a priori psychologique, a en réalité des répercussions très concrètes sur la capacité d'un enfant à apprendre et à se dépasser. Quand un enfant entend surtout « bravo, tu es trop intelligent » ou « tu es un petit génie », il peut se sentir valorisé, mais en filigrane, il comprend que sa valeur repose sur une qualité qu'il ne contrôle pas vraiment. Face à une difficulté ou un échec, il se retrouve alors piégé. S'il échoue, cela signifierait qu'il n'est plus ce génie qu'on célébrait. Résultat, il prend moins de risques, évite les tâches difficiles et se décourage plus vite. À l'inverse, féliciter l'effort, la méthode, la créativité, tu as vraiment persévéré, tu as trouvé une stratégie intéressante, aide l'enfant à considérer l'apprentissage comme un chemin et non comme un jugement sur sa valeur personnelle. Cette approche nourrit la confiance dans le fait que ses compétences peuvent évoluer, et qu'une erreur n'est pas la preuve qu'il est nul, mais plutôt une étape nécessaire pour progresser. Ce changement d'état d'esprit n'est pas seulement une question de bien-être psychologique, il a un impact mesurable sur les résultats scolaires et même sur le développement du QI. Les tests de QI ne se contentent pas de mesurer des connaissances,
ils évaluent aussi la rapidité de raisonnement, la mémoire de travail et la capacité à persévérer face à des problèmes difficiles. Un enfant convaincu qu'il peut progresser aura tendance à s'engager davantage, à rester concentré plus longtemps et à chercher plusieurs solutions, ce qui finit par améliorer ses performances globales. L'absence de valorisation de l'effort peut, au contraire, générer une autocensure et une forme d'anxiété de performance. L'enfant craint que le moindre échec révèle qu'il n'est pas aussi doué qu'il le pensait ou qu'on le lui disait. Certains enfants, pourtant très capables, se brident d'eux-mêmes et ne vont pas au bout de leur potentiel, simplement parce qu'ils préfèrent éviter la confrontation avec la difficulté plutôt que de risquer de mal faire. C'est un cercle vicieux, moins ils essaient, moins ils progressent, et plus leur confiance s'érode. 3. L'excès d'écran passif. Dans notre société hyperconnectée, la question des écrans est devenue un sujet brûlant, presque inévitable. Télévision, vidéos YouTube, dessins animés, réseaux sociaux ou même simples applications pour enfants, ils occupent aujourd'hui une place immense dans la vie quotidienne. Pourtant, la science nous alerte depuis des années sur un danger bien précis, celui de l'usage passif et excessif des écrans, qui, loin d'éveiller l'intelligence, peut au contraire freiner le développement cognitif, particulièrement chez les plus jeunes. L'enjeu n'est pas tant la présence de la technologie que la manière dont elle est utilisée, et surtout, la place qu'elle prend au détriment des autres formes d'apprentissage. Regarder un dessin animé assis sur le canapé peut sembler inoffensif, voire éducatif si le contenu est de qualité. Mais les études montrent que ce type d'activité, lorsque pratiquée de façon prolongée et sans interaction, ne sollicite pas réellement le cerveau de l'enfant. Contrairement à la lecture d'une histoire racontée par un parent ou au jeu symbolique où l'enfant invente un scénario, l'écran passif ne demande ni effort d'imagination, ni production de langage, ni manipulation concrète d'objets. Le cerveau reçoit des images et des sons, mais il ne fabrique rien par lui-même. Or, c'est justement cette fabrication intérieure visualisée, formulée, comparée, questionnée qui est le cœur de l'apprentissage et de l'intelligence. Plusieurs études, comme celle menée par l'INSERM en France et par des équipes américaines, par exemple le projet NIH-ABCD Study, ont montré que l'exposition précoce et prolongée à des écrans passifs est associée à un vocabulaire plus limité, à une attention plus fragile et à une moins bonne capacité de raisonnement abstrait. Ces enfants peinent davantage à raconter une histoire dans l'ordre, ont plus de difficultés à retenir des informations et se montrent moins créatifs lorsqu'on leur demande d'inventer une suite ou une explication à une situation imaginaire. Ces effets apparaissent parfois dès l'âge de 2 ou 3 ans, période où le cerveau connaît justement une phase d'explosion des connexions neuronales et où les expériences concrètes et interactives jouent un rôle capital. Le problème s'accentue lorsque les écrans remplacent d'autres activités fondamentales. Un jeune enfant apprend d'abord par le corps, manipuler des blocs, dessiner, courir, toucher des matières différentes. Ces gestes développent non seulement la motricité fine et globale, mais aussi des compétences cognitives essentielles comme la planification, la mémoire de travail et la résolution de problèmes. Lorsqu'un enfant passe 1 heure devant une tablette plutôt qu'à construire une tour, il perd autant d'occasions d'entraîner sa logique spatiale et son raisonnement concret. 4. Le déficit d'interaction affective stable et sécurisante. Parler d'intelligence, c'est souvent évoquer QI, mémoire, logique, capacité d'attention, mais on oublie trop souvent que ces facultés ne poussent pas dans un désert émotionnel. Elles naissent et s'épanouissent dans un terreau affectif, la sécurité, la confiance, l'amour et la stabilité relationnelle. Cette idée, loin d'être une simple intuition parentale, s'appuie sur des décennies de recherches scientifiques, notamment grâce aux travaux pionniers de John Bowlby et Mary Ainsworth sur la théorie de l'attachement, qui ont radicalement transformé notre compréhension du développement cognitif et émotionnel. Pour saisir l'importance de l'attachement, il faut comprendre comment le cerveau d'un enfant se construit. À la naissance, le cerveau est déjà extraordinairement complexe, mais c'est un chantier encore inachevé. Les connexions neuronales vont littéralement exploser dans les premières années, façonnées par l'expérience et la qualité des relations humaines. Quand un enfant est entouré de figures d'attachement stables des adultes disponibles, attentifs et prévisibles, son cerveau apprend que le monde est un endroit fiable,
où l'exploration est sans danger. Cette sécurité affective agit comme une base arrière solide. Elle permet à l'enfant de quitter le port pour découvrir, tester et revenir se ressourcer quand il a peur ou échoue. À l'inverse, grandir dans un climat émotionnel instable, disputes répétées, éducation dure, absence de dialogue, critique permanente place l'enfant dans un état d'alerte quasi permanent. Le stress chronique libère du cortisol, une hormone indispensable à court terme mais toxique à haute dose. De nombreuses études ont montré que le cortisol élevé nuit au développement de l'hippocampe, zone clé de la mémoire et de l'apprentissage. Et du cortex préfrontal, qui gouverne attention, raisonnement et contrôle des impulsions. Concrètement, un enfant soumis à un climat anxiogène aura plus de mal à se concentrer, à mémoriser et à prendre des risques cognitifs, car son énergie mentale est accaparée par la vigilance et la peur. Ce constat est confirmé par l'imagerie cérébrale. Des chercheurs comme Bruce Perry et Charles Nelson ont mis en évidence que les enfants élevés dans des environnements négligents ou violents présentent souvent un volume réduit de l'hippocampe et une moindre activation du cortex préfrontal lors de tâches de raisonnement. Plus encore, ces enfants développent souvent une hypersensibilité aux signaux de menace. Un bruit soudain, un regard réprobateur, une remarque peuvent suffire à déclencher une réaction de stress disproportionnée, au détriment de l'apprentissage. 5. Le manque d'exploration autonome et de jeu libre. L'enfance est une période unique, un laboratoire naturel où se construisent les bases de la pensée, de la créativité et de l'intelligence. Mais à quel point la liberté d'explorer, d'expérimenter et de jouer sans directive précise est-elle essentielle pour ce développement? Aujourd'hui, cette liberté est souvent mise à mal par des impératifs de sécurité, de réussite ou d'organisation du temps, avec des conséquences profondes sur le développement cognitif des enfants. Le psychologue suisse Jean Piaget a largement contribué à la compréhension de ce phénomène en insistant sur le rôle du jeu dans la construction des structures mentales. Pour lui, l'enfant apprend en agissant directement sur son environnement, en manipulant, en testant des hypothèses, en corrigeant ses erreurs, bref en construisant son intelligence à travers l'expérience concrète. Le jeu libre, sans consigne ni objectif imposé, est donc bien plus qu'un simple divertissement, c'est une activité fondamentale qui stimule la flexibilité cognitive, la créativité, la résolution de problèmes, et la mémoire de travail. Or, dans nos sociétés modernes, cette liberté est souvent rognée. Entre la peur des accidents, la pression scolaire, l'omniprésence des écrans et la multiplication des activités encadrées, l'enfant voit son temps de jeu autonome réduit. Il est souvent orienté vers des activités dirigées, où l'adulte fixe les règles, les buts, et même la manière de faire. Cette tendance, bien qu'animée par de bonnes intentions, limite l'initiative et la prise de risques cognitive, deux éléments clés pour le développement du QI et des compétences intellectuelles. Les études récentes confirment ce lien entre jeu libre et développement intellectuel. Par exemple, des chercheurs ont observé que les enfants bénéficiant quotidiennement de temps pour jouer de manière autonome développent une meilleure capacité à penser de manière abstraite, à manipuler mentalement des idées, et à faire preuve d'inventivité. Ces capacités sont directement associées à un QI plus élevé et à de meilleures performances scolaires. À l'inverse, les enfants dont le jeu est trop guidé ou limité présentent souvent une rigidité cognitive plus marquée, une moindre capacité à s'adapter à des situations nouvelles, et un manque de confiance dans leurs propres ressources. Un aspect clé du jeu libre est qu'il permet à l'enfant d'expérimenter sans peur du jugement. Lorsque l'adulte intervient trop tôt, corrige immédiatement, ou impose ses propres objectifs, il envoie un message implicite, il faut faire comme il faut, et pas autrement. Cette injonction freine la créativité et l'autonomie, car l'enfant apprend à se conformer plutôt qu'à explorer. En revanche, lorsque l'adulte observe sans intervenir, offre du matériel varié et encourage la découverte, il stimule l'estime de soi, la curiosité et la capacité à gérer l'incertitude.